J'espère que vous avez pu profiter le mois dernier des magnifiques aurores boréales, ainsi que de la splendide comète Tsuchinchan. Ce mois-ci, le mois sera un petit peu plus classique, mais avec toujours une très belle période d'observation planétaire qui bat son plein, et peut-être de possibles léonides des étoiles filantes en novembre. Bonjour et bienvenue dans la Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 33e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatages des différentes sections et points importants dans la description liée à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont indiquées en heure universelle. Ceci pour que chacun, en fonction de son fuseau, puisse faire la conversion plus aisément. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de ce mois de novembre avec la lumière zodiacale qui, comme le mois dernier, s'observe à l'aube pour les observateurs possédant un ciel exempt de pollution lumineuse. Le phénomène est observable durant la première moitié de novembre pour profiter de l'absence de la lumière de la Lune. Le 3 novembre à 7h58 heure de Paris, le Soleil passe au centre de l'arche de l'Arc de Triomphe parisien. Il faut pour cela être situé au niveau de la place Maillot. Du 9 au 11 novembre, inclus, se dérouleront les rencontres du ciel et de l'espace à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Je vous mets en description le lien vers le site internet de l'événement pour en savoir plus. Le 17 novembre, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Léonides. Le taux horaire est d'une vingtaine de météores par heure en général, mais il y a souvent de jolis sursauts jusqu'à une centaine d'étoiles filantes par heure. Cette année, il est possible qu'il y ait une activité plus intense, aux environs d'une cinquantaine par heure. Cependant, le maximum coïncide aussi avec la période de pleine lune, et les conditions d'observation seront loin d'être idéales. Le 28 novembre à 5h45, heure de Paris, le fin croissant de lune est au centre de l'arche de l'Arc de Triomphe à Paris, et s'observe de la même manière que le Soleil au début du mois. Terminons le mois avec le Guéguinchin, qui s'observe en début de nuit depuis un site préservé de la pollution des lumières citadines, et notamment aussi grâce à l'absence de la Lune. Bien sûr, on peut clôturer cet agenda céleste sans parler de la comète C 2023-A3 Tsuchinchan Atlas, qui a été magnifique ce mois-ci. Bien qu'elle ne soit plus visible à l'œil nu maintenant, le spectacle continue, car elle reste bien visible dans des jumelles, et toujours aussi belle dans des télescopes ou lunettes astronomiques. Elle a été bien plus brillante que la comète Neowise de l'été 2020. En effet, cette dernière n'avait atteint que la magnitude 1, alors que Tsuchinchan a atteint la magnitude moins 2,5, soit environ 15 fois plus brillante. A-t-elle été la comète du siècle pour autant ? Difficile à dire, je dirais simplement une très belle comète, et probablement l'une des plus belles que j'ai pu observer personnellement. Pour autant, de nombreux amateurs l'ont trouvée bien moins brillante que Neowise. Il faut dire que la météo très capricieuse ce mois-ci a pu jouer un rôle important dans ce ressenti, car contrairement à Neowise à l'été 2020, son pic de luminosité où elle fut superbe n'a été que de très courte durée, quelques jours seulement. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure. Ce mois-ci, malgré son élongation solaire maximale le 16 novembre, sa position au sud de l'écliptique nous empêche de pouvoir l'observer. Cependant, sous les tropiques, et plus généralement dans l'hémisphère austral, les conditions sont excellentes quasiment tout le mois. Elle est dans la constellation de la Balance jusqu'au 19 novembre, puis alternera entre le Scorpion et l'Ophiuchus du 9 au 15,
et sera dans ce dernier pour le reste du mois ensuite. Elle débute sa rétrogradation le 26 novembre pour 20 jours. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Scorpion jusqu'au 2 novembre, puis dans celui du Sagittaire. Pour Vénus, les conditions d'observation sont enfin très bonnes pour l'observer, alors que l'écliptique se redresse de plus en plus le soir. En fin de mois, son observation sera magnifique dans un ciel dénué de l'éclairage lunaire. Sous les tropiques, les conditions sont encore et toujours excellentes, s'admirant dans la région centrale de notre Voie lactée pendant les nuits sans lune. Elle est dans la constellation de l'Ophiuchus jusqu'au 8 novembre pour terminer le mois dans la constellation du Sagittaire. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Sagittaire jusqu'au 11 novembre pour rejoindre celui du Capricorne. Pour Mars, elle est visible quasiment toute la nuit dès le début de soirée. Elle s'observe correctement dans des instruments alors qu'elle ne sera à l'opposition que dans 2 mois environ. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle est dans la constellation du Cancer pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Cancer jusqu'au 3 novembre, puis dans le Lion pour le reste du mois. La géante gazeuse Jupiter, elle, est observable toute la nuit, alors que nous sommes en plein dans sa belle période d'observation. Elle est rétrograde dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique des Gémeaux pendant tout le mois. Pour la planète Saturne, elle est visible en première partie de nuit. C'est encore une excellente période pour son observation, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Du fait de leur configuration, les anneaux sont quasiment à plat et sont difficilement visibles dans des jumelles, et ceci en fonction de votre vue, mais bien visibles même dans de petits télescopes. Elle termine sa rétrogradation le 15 novembre. Elle est tout le mois durant dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus est observable toute la nuit, situé non loin des Pléiades, par une nuit sans lune. Pointez vos jumelles dans le secteur pour repérer cette lointaine planète. Avec des yeux de lynx et dans un bon ciel, vous pourriez même la repérer à l'œil nu. Elle sera à l'opposition le 17 novembre, c'est-à-dire aussi au plus proche de la Terre. Prévoyez tout de même presque 2,8 milliards de kilomètres. Elle est rétrograde pendant tout le mois dans le Taureau, aussi bien pour les astronomes que pour les astrologues. La plus éloignée des planètes, Neptune, est observable dans de bonnes conditions en début de soirée, mais nécessite au moins un petit télescope pour l'observer. Elle est rétrograde pendant tout le mois et navigue dans la constellation et le signe des Poissons, aussi bien pour les astronomes que pour les astrologues. Pour conclure ce chapitre planétaire, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui vient d'entrer dans la Balance, et y restera jusqu'au 23 novembre, pour traverser ensuite le Scorpion jusqu'au 29 novembre. C'est d'ailleurs la plus petite constellation zodiacale qu'il traverse. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Scorpion et rejoint le Sagittaire le 21 novembre. Les éphémérides lunaires. Ce mois de novembre débutera le vendredi 1er avec la nouvelle lune dans la constellation de la Vierge. Le samedi 9, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation du Capricorne. Le vendredi 15, ce sera la pleine lune dans la constellation du Bélier. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des Castors. L'origine de ce surnom est amérindienne, car à cette saison, ils sont particulièrement actifs pour se préparer au retour du froid en faisant leurs réserves de nourriture et leur fameux grand barrage. Et nous terminerons le mois avec le dernier quartier, le samedi 23, dans la constellation du Lion. Notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 6 novembre, puis montante jusqu'au 19 novembre et de nouveau descendante jusqu'à la fin du mois. Elle sera au plus proche de la Terre le 14 novembre et à contrario au plus loin, le 26 novembre. L'article complet, disponible sur mon site internet et dont le lien est en description, donne le détail et les chiffres exacts concernant ces détails de l'orbite lunaire. Le 3 novembre, la Lune et Mercure seront en conjonction et séparés de 2 degrés seulement.
En Europe, cela ne sera pas visible, mais les observateurs tropicaux pourront profiter de cette très belle conjonction dans des jumelles par exemple. C'est à observer le soir, à l'œil nu, dans les lueurs crépusculaires. Le 4 novembre, Lune et Vénus seront en conjonction. Une belle manière pour repérer l'éclat de l'étoile, ou plutôt de la planète du Berger. Les deux astres sont séparés de 3 degrés seulement et sont visibles ensemble dans des jumelles. Une observation à faire le soir, au coucher du soleil. Le 10 novembre, Lune et Saturne seront en conjonction, mais pas d'occultation en Europe. Par contre, pour les Français situés aux Antilles, eux pourront profiter d'une occultation entre 2h30 et 3h30 grosso modo. Le 17 novembre, rapprochement entre la grosse lune gibbeuse et la planète Jupiter. Les deux astres étant assez éloignés, ils ne seront pas ou difficilement visibles ensemble dans des jumelles. Profitez-en à l'œil nu et tentez de repérer quelques-unes des étoiles de l'amas des Pléiades situées à l'opposé de Jupiter par rapport à la Lune. Pour clôturer ce chapitre lunaire, le 20 novembre, la Lune sera en conjonction avec la planète Mars. Si cela sera parfaitement observable dans des jumelles, à l'œil nu, le spectacle n'en sera pas moins intéressant. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Capricorne, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule, et jusqu'à la Balance qui refait surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation du Lynx nous surplombe depuis le zénith. Elle est entourée de la Lyre, des Gémeaux, du Cancer, du Petit Lion, de la Grande Ourse, du Cocher et de l'insaisissable constellation de la Girafe. Pour commencer, je vous propose la galaxie la plus proche de nous, la seule visible à l'œil nu dans l'hémisphère boréal. Je parle bien entendu de la galaxie d'Andromède, cataloguée M31. Elle s'observe à l'œil nu et devient tout simplement superbe dans des jumelles ou petites lunettes disposant d'un faible grossissement. En effet, dans un télescope, son intérêt est moindre, sauf à vouloir discerner les détails de son cœur galactique, car elle ne rentrera pas en entier dans le champ de votre instrument. Elle est située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, et est composée d'environ 1000 milliards d'étoiles, soit environ 3 fois plus que notre Voie lactée. Dans la constellation du Triangle, je vous propose une cible tout aussi galactique, mais un petit peu plus subtile, avec la galaxie du Triangle, alias M33. Elle est située en dessous de M31 et éloignée de nous d'approximativement la même distance, alors qu'elle est peuplée de seulement 40 milliards d'étoiles. Visuellement, elle est très discrète, car assez étendue aussi, sauf dans un très bon ciel et avec une bonne vue, elle est invisible à l'œil nu, mais se devine dans des jumelles tout en restant assez peu contrastée. L'idéal est de l'observer à faible grossissement dans un télescope ou une petite lunette. Dans la constellation de Persée se trouve M34, un magnifique amas ouvert. Il s'agit d'un amas distant d'environ 1600 années-lumière qui renferme entre 50 et 100 étoiles. Il est assez facilement repérable car situé environ à mi-distance entre Persée et Andromède. Il est déjà magnifique dans des jumelles et devient vraiment somptueux dans de télescopes, même de petit diamètre. Toujours dans Persée, je vous propose la troisième des 4 nébuleuses planétaires du catalogue Messier, à savoir M76. Surnommée la Petite Altère, en raison de la similitude de forme avec la nébuleuse planétaire M27. Elle est cependant assez difficile d'observation et nécessite un télescope d'au moins 150 à 200 mm de diamètre pour des observations de qualité. Avec un instrument de plus gros diamètre, un filtre UHC ou mieux O3 permet de renforcer les contrastes de la nébuleuse. Comme défi d'observation, je vous propose l'un des objets Messier les plus difficiles à observer, j'ai nommé M74. Il s'agit d'une galaxie spirale éloignée de 25 millions d'années-lumière dans la constellation des Poissons, et située à un petit peu plus d'1 degré d'état Pisces.
avec sa magnitude surfacique de 14, un instrument de 250 à 300 mm de diamètre est le minimum pour espérer l'observer. S'il est équipé d'un go-to, c'est l'idéal. Elle est invisible aux jumelles ainsi que dans des instruments de petit diamètre, ce qui lui a valu le sobriquet de Galaxie du Fantôme. Pour finir et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie observables, tout comme ceux présentés dans l'épisode de novembre de l'an dernier. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et laisser vos commentaires et questions. Vos retours sont précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. Pour terminer, un autre épisode hors série devrait sortir courant novembre. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés et n'oubliez pas le soir de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes et même à l'œil nu.